Dans cette série de vidéos, je vais vous montrer comment j'ai installé ma première serre, aux préparations du sol, au montage, puis aux derniers ajustements. Je vais montrer les quelques étapes indispensables. Donc ces vidéos ne sont pas parfaites car il s'agit de la première fois que je monte une serre et il y aura peut-être dans le futur d'autres vidéos pour corriger, voir les erreurs et tirer une conclusion un an après la mise en place avec les conseils et les erreurs à retenir. Bon visionnage de cet ensemble pour l'instant de 9 vidéos. Avant la mise en place de la serre, il faudra préparer le terrain, c'est-à-dire retirer tout ce qui peut gêner à la mise en place. Alors tout d'abord, je vais retirer des petits arbres, donc des petits noyers, des petits pruniers qui avaient poussé. Je vais les installer, donc je vais faire un trou. J'utilise plusieurs objets, des pelles, des pioches. J'essaye avec une tarière pour agrandir le trou avec le diamètre le plus élevé. Je crois que c'est du 20 cm, mais c'est pas forcément le plus pratique. Donc je fais ça au mois de février. Donc les arbres, on peut les mettre, il est conseillé de les mettre pendant la période hivernale. Puis après, je mets en place les différents arbres. Donc c'est des pruniers, donc c'est des petits pruniers qui ont poussé ensemble. Donc j'ai dû couper les racines, ils étaient tous attachés par les racines. Je vais mettre à la place de la terre. Donc là, je fais une plantation simple. Hein. Je n'ai pas forcément mis d'engrais ou autre. Donc après, j'attache. Je mets bien un petit drap pour éviter que ça tire trop, ça abîme trop l'arbre. Et après, je vais mettre une poche à eau de 80 litres et je vais pailler avec un peu de BRF. Voilà, j'espère que ces arbres feront. Donc après, il y a eu une période de grand froid juste après. Voilà pour cette étape. Avant de mettre en place la serre, je vais procéder à la création d'un tas de compost. Donc je vais partir de plusieurs éléments. Déjà du fumier de cheval, de la paille. Là, je suis en hiver, donc j'ai utilisé du vieux foin, mais on peut utiliser de la tonte de gazon, de l'herbe. Et du fumier de volaille. Donc pour faire un fumier, un compost, il faudra différents éléments et essayer de varier les apports pour varier les minéraux, et pour avoir quelque chose de diversifié. Donc généralement on parle de deux éléments, le carbone et l'azote. Et donc on va parler d'un rapport qu'on appelle le rapport C sur N. N étant pour l'azote et C pour le carbone. Donc les deux éléments sont indispensables. Alors l'azote sera plutôt favorable à l'assimilation rapide, notamment si il est sous forme minérale. Et le carbone sera plutôt pour favoriser la structure et la vie des champignons. Donc le fumier ou un compost est considéré plutôt comme un amendement. Un amendement sera pour améliorer le sol sur le long terme, alors qu'un engrais, par exemple, un engrais rapide, sous forme d'éléments minéral, sera plutôt va nourrir directement les plantes. Ici, ça sera nécessaire d'avoir une transformation dans le sol, que ce soit par les bactéries, les champignons, toute la faune, la flore, toute l'interaction, afin de modifier le sol. Donc l'amendement sera plutôt favorable sur le long terme, alors que par exemple un engrais sur le court terme. Donc ici, sur les aliments riches en azote, j'ai les fientes de poule dans le fumier, qui sont très riches. Et en carbone, les éléments riches en carbone, c'est les éléments qui sont riches en lignine, par exemple la paille, le BRF. Donc là, ce que je vais faire, il y a plusieurs techniques de décompostage. Il y a méthode par couche chaude, par couche froide, par épandage de surface. Ici, ce que je vais faire un tas, et au bout de 4-5 jours, je vais le retourner. Donc c'est inutile de le faire trop souvent, ça peut être même défavorable avec un dégagement d'azote sous forme gazeuse. Mais ce qu'on va faire, c'est que normalement, au cours d'un mois, on va le faire trois fois à peu près, 3-4 fois. On va essayer de le retourner. Donc ici, ce que ça va faire, ça va aérer le compost et ça va permettre l'entrée d'oxygène. Donc il y a différents processus, hein, que ce soit par respiration cellulaire, par fermentation. Et ici, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est d'avoir une montée en température. Donc il y a des bactéries qui vont se développer plus ou moins selon la température, qui vont être plus ou moins thermophiles, et qui vont participer à la décomposition. Donc il faut également, il y a différents facteurs, notamment l'humidité. Certains vont utiliser des bâches pour favoriser le compostage. Et au bout de 2-3 fois que je vais le retourner,
je les pendre à la surface. Donc là, là on est en hiver et l'activité des sols, des bactéries notamment, est assez freinée avec les températures assez froides, donc c'est pas facile de le faire de façon optimale. Donc la montée en température a plusieurs vertus, par exemple de la destruction des graines. Donc si vous avez des graines adventices, ça va les détruire. Et également, ça va détruire les maladies potentielles. Sauf qu'il faut quand même noter que ceci, l'optimum, c'est surtout valable pour des stations, par exemple, de compostage, où on a vraiment des machines qui vont retourner une température contrôlée. Ici, de façon artisanale, ça va être compliqué de monter à des températures suffisantes pour tout détruire. Donc après, au fur et à mesure du temps, le tas de compost, le tas de fumier va baisser de volume, il va se concentrer, il va noircir, et il va être plus facile à travailler. Au début, il est compact et c'est important de mettre beaucoup de paille. Alors là, j'ai récupéré un fumier de cheval qui était fait à base de copeaux de bois. Donc apparemment, c'est fait avec des copeaux de bois de résineux, et d'après ce que j'ai pu lire, c'est que les résineux, comme le sapin, le pin, avaient tendance à acidifier les sols et étaient plus longs à se décomposer. Donc je verrai sur le long terme, et là après je vais étaler, je vais retourner 2 ou 3 fois, et étaler le tout sur le sol, sur à peu près 20 mètres carrés, pour mettre en place ma serre. Au niveau de la mise en place des composts, on a différentes approches, différents auteurs, mais la plupart viennent sur l'aspect important d'équilibrer ou d'avoir une diversité d'apports des matériaux mis en place. Donc certains vont décomposer ça en éléments riches en carbone, en azote. Donc là on est sur l'un des derniers livres de Dominique Soltner, donc guide du nouveau jardinage, où il va décomposer en 3 catégories les aliments, les matériaux riches en carbone, certains riches en sucre, cellulose, et riches en lignine. Donc il va faire une distinction entre la cellulose, qui est plutôt les parties jeunes des plantes, et la lignine, la partie un peu plus dure des plantes. Donc ça revient un peu carbone et azote. Alors là, en 3 distinctions. Pour les classifications des aliments riches en azote et en carbone, on a les aliments les plus riches en azote qui vont permettre plutôt un apport direct d'éléments minéraux assimilables par les plantes, mais qui vont être plus facilement lessivés par le sol. Et les aliments plutôt riches en carbone qui vont nécessiter plus de transformation, donc une activité des champignons, mycorhiziennes et bactériennes, afin d'avoir des minéraux assimilables par les plantes. Donc ça va être un peu plus long, ça ne sera pas forcément disponible tout de suite, mais ça va favoriser la vie du sol. Et donc pour cette classification, on a les choses assez riches les choses plutôt riches en azote, comme les purins, les urines, les choses plutôt équilibrées, comme les humus, comme l'humus, le fumier. Donc là, on est plutôt en rapport en 10 et 20. Au niveau des purins, on est plutôt à rapport 1, donc on parle du rapport carbone sur azote. Et après, les apports riches en carbone, donc ça va être les apports qui vont qui seront plutôt longs à décomposer, mais qui vont favoriser plutôt, qui seront plutôt des amendements, c'est-à-dire qui vont plutôt modifier la structure du sol sur le long terme. Donc là, on a plutôt les bois fragmentés, BRF, on a la paille, les tiges assez vieilles des plantes. Donc ça dépend les engrais verts, par exemple, selon la date, si c'est de l'engrais vert jeune ou du vieil engrais vert, on va changer le taux cellulose et lignine. Donc là, on a des rapports C sur N. Et donc, plus on s'approche du bois, plus on a un rapport carbone sur azote qui va augmenter. Donc on est riche en carbone, et ici on est riche en azote. Donc ça revient à peu près à la même chose que Dominique Solner, qui va plutôt différencier en 3 catégories. Et sur un autre livre de Dominique Solner, donc là, celui-ci c'est un très bon livre. Donc il va par exemple mentionner au niveau des richesses des plantes, donc les légumineuses vont être beaucoup plus riches en azote, notamment car elles vont avoir une symbiose au niveau des racines. Donc les nodosités au niveau des racines avec les rhizobiums qui va permettre cette symbiose avec la bactérie de fixer l'azote atmosphérique. Et donc de Mixener, on est beaucoup plus au niveau beaucoup plus technique, et on va différencier si vous faites un apport au niveau d'un jardin, au niveau des fumiers, ou par exemple différenciant selon la source. Donc par exemple pour les bovins, on a un taux d'azote qui se convertit en unité ou kilo par mètre cube, ou ici par tonne, car on est en mètre cube et en tonne assez proche. Donc par exemple 4 kg d'azote par mètre cube par tonne.
Alors que si on met du fumier de volaille, les fientes de volaille, là on est beaucoup plus riche, on est plus de 3 à 4 fois plus riche qu'un fumier de vache. Et un fumier qui est beaucoup utilisé, c'est le fumier de cheval. Donc il était utilisé parfois pour faire des couches chaudes. Donc dans le livre de Dominique Senner, on a des procédés de compostage. Donc différentes techniques de compostage, notamment par aération, par période, tous les 3 ou 4 fois. Donc il est inutile de faire trop, car on peut avoir des pertes d'azote. Et donc quelque chose de très intéressant. On a également le rôle des décompositions des engrais verts. Donc pour les engrais verts, on est plutôt des auteurs qui ont beaucoup développé les engrais verts. Les auteurs Claude et Lydia Bourguignon qui ont beaucoup plus développé l'aspect engrais vert, donc notamment par décomposition, par destruction par rouleau, donc je ne sais pas si on le voit, hein, qu'ils appellent des rouleaux FACA, donc c'est plutôt sur des camps de culture. Il y a un schéma qui est très clair dans le livre de Dominique Senner et qui est un peu la synthèse, c'est les différents schémas de décomposition de la matière organique dans le sol, avec les apports rapides, les apports qui vont nécessiter des transformations, la transformation en humus, donc quelques pourcentages par an, et la rétention des éléments minéraux par le complexe argilo-humique dans un sol. Donc lorsque souvent l'azote va être assimilé par les plantes, elle ne pourra plus être maintenue par les argiles et les liaisons avec le calcium par exemple. Donc elle sera lessivée en cas de forte pluie. Donc c'est pour ça qu'il faut favoriser plutôt la vie du sol et éviter également les phénomènes de fin d'azote, car les bactéries et champignons vont avoir besoin de se nourrir pour décomposer. Donc voilà. Alors tout d'abord, je vais prendre des mesures assez grossières pour savoir les dimensions de la serre, donc à peu près 20 mètres carrés, 18-20 mètres carrés. Donc je vais commencer à décompacter et couper l'herbe un peu, casser les racines avec une houe. Donc je le fais à peu près de façon grossière. Puis j'utilise une grelinette pour décompacter la terre, l'aérer. Donc je passe au préalable la houe puis la grelinette. Et après j'étends mon compost que j'ai retourné plusieurs fois, donc je l'étends sur la surface déterminée. Un extrait rapide de la coupe des branches qui peuvent gêner avant l'installation d'une serre.
niveau de l'ancrage de la serre, ce que j'ai utilisé, c'est de la récupération. Alors ça, c'est des crochets d'ancrage que j'aurais pu récupérer à côté d'une autoroute, car ils les changeaient. Donc ça, c'est spécialement pour les autoroutes, hein, pour maintenir les filets par terre. Et donc moi, je vais m'en servir pour la serre. Donc sur cette serre, c'est en option les crochets d'ancrage. Donc on peut prendre des gros fers à béton, les faire chauffer au chalumeau, les tordre. Donc il faut un chalumeau, c'est plus compliqué, et puis chauffer à haute température. Là, c'est déjà tout fait, ou acheter le système proposé par les fabricants. Donc à chaque extrémité, j'ai mis mes crochets. Donc là, c'est du tube galvanisé de 32 mm. Alors, soit on le met de ce côté-là, soit de ce côté. Simplement, il faut faire attention. Là, j'ai ma bâche qui va rentrer dedans et faire dans une tranchée. Je l'ai enterrée pour tendre tout le système. Donc si vous le mettez dans ce côté-là et que ça descend à 30-40 cm, il y a un risque de taper un peu dans la serre. Donc on peut le mettre aussi de ce côté-là. Donc moi, je prends une petite massette comme ça. Je prends ma serre et je la tape comme ça. Donc il y a 6 différents systèmes d'ancrage. Normalement, une serre, c'est relativement lourd. Celle-là fait 18 mètres carrés. Le colis devait faire dans les 70-80 kg. Donc c'est vraiment, s'il y a une très grande prise au vent, qu'il y a un risque de s'envoler. Mais ça permet d'avoir une sécurité. Donc en faisant de la récupération. Donc là, le petit défaut, c'est qu'on est sur de l'acier classique. Hein. On n'est pas sur de l'inox ou de l'acier galvanisé. Donc ça va rouiller, hein, ça va se dégrader avec le temps. Donc je vous montrerai la vidéo à la suite sur la mise en place des ancrages, qui est un plus, pas forcément obligatoire. J'en ai mis 3 d'un côté et 3 de l'autre, j'en ai 6 au total. Voilà. Une autre astuce que j'ai trouvée pour la serre, c'est pour la renforcer en cas de grosse chute de pluie, surtout la neige. Donc il y a un risque ici par exemple d'avoir des poches d'eau au sommet de la serre. Donc il y a différents matériaux. Là je suis sur une bâche plastique. C'est sûr que si on a du verre, on sera beaucoup plus résistant, mais c'est beaucoup plus cher et c'est pas forcément. Faut regarder les avantages et inconvénients. Donc là il faut regarder aussi la largeur entre les deux supports. Mais il y a quelque chose qui est important, c'est que déjà l'hiver, on a possibilité de retirer la serre si elle est un peu fragile. Il faut regarder l'épaisseur en micron. Là je suis en 240, donc normalement c'est garanti à peu près 8-10 ans. Si vous êtes à 150 ou 100, la durée de vie va être beaucoup plus courte. Donc il y a 2 systèmes que j'ai trouvés. Alors premier système, là c'est de la récupération, c'est pas forcément le meilleur, c'est du grillage. Alors moi ce que j'ai pu lire, souvent le meilleur grillage pour renforcer la serre, c'est le grillage dit à mouton, grillage à sanglier. On peut utiliser du grillage par exemple pour les clôtures de jardin. Donc ça c'est de la récupération, on me l'avait donné, mais il est en mauvais état. Mais il faudra des grillages un peu plus rigides. Et le mettre tout le tour de la serre, le tendre sous la bâche, et pour éviter qu'il y ait de formation de poche et que ça abîme qu'une grosse chute de neige abîme la serre. Ça c'est la première méthode que j'ai trouvée, donc je l'ai pas fait parce que déjà il y a un risque, par exemple des fois on a des petits morceaux de métal, mais le risque de percer la bâche, difficulté à mettre, lourd, et c'est pas forcément très facile à tendre. Alors voilà, la deuxième solution que j'ai utilisée, c'est peut-être moins efficace, c'est de la corde à linge. Alors j'ai pris de la corde à linge, donc je l'ai pas forcément bien tendu, et j'ai fait vraiment où la neige peut rester. J'ai mis deux cordes à linge là. Donc j'ai tendu avec un nœud tendeur. Donc là c'est pas forcément bien tendu parce que j'ai fait un demi-tour sur chaque arceau. Mais on pourrait mettre par exemple un système pour tendre, par exemple pour tendre les clôtures ou tendre, par exemple moi j'avais utilisé sur la vigne. Donc tendre, mais il y a un risque si on serre avec la clé ou avec des petits morceaux de métal d'abîmer, de percer, donc il faut faire attention. Donc il faudra faire attention à la nature. Par exemple des fois on a de l'acier qui a été gainé avec du plastique. Des fois on a du plastique. Moi ce que je conseillerais c'est de petits fils métalliques faciles à manipuler mais qu'on peut tendre. Il ne faut pas trop tendre pour ne pas casser. Il faut faire attention avec les bouts pour ne pas percer la bâche. Donc l'avantage c'est que ça va me renforcer un peu ma serre et ça va éviter par exemple ici de faire des poches d'eau. Donc c'est une technique avec le grillage. Donc j'ai pas voulu faire le grillage, je n'avais pas assez, c'était assez compliqué. Mais ça peut éviter
de voir sa serre abîmée avec la neige. Donc il y a deux solutions l'hiver. Première solution, c'est retirer la bâche, c'est assez long. Et l'autre solution, ça va être, par exemple, s'il y a des chutes de neige, venir avec un balai, quelque chose, retirer la neige. Et donc après, il y a différents types de serres, hein. Ça dépend si c'est des pieds droits, puis la pente, combien elle est mesurée. Il faut éviter qu'il y ait trop de neige qui fasse du poids, qui tende trop la bâche. Donc je verrai cet hiver ou en cas de chute de neige tardif ou en printemps ou précoce au mois de novembre, octobre, s'il y a de la neige. Donc ça dépend si les régions où on habite et deux techniques possibles pour renforcer sa serre. Donc c'est du grillage normalement à mouton, grillage à sanglier. Donc il y a deux choses aussi à noter. C'est que le grillage à mouton, grillage à sanglier, si vous l'achetez neuf, c'est extrêmement cher. Donc moi on me l'a donné, bon c'est pas de bonne qualité, il part un peu dans tous les sens. Ou sinon on peut récupérer, il faut regarder dans les déchetteries, chez les ferrailleurs, on peut l'avoir au poids. Et moi j'ai utilisé de la corde à linge, mais je crois que sur des serres un peu professionnelles, c'est quelque chose qui ressemble à de la corde à linge, mais qui est un meilleur système de tension. Donc voilà, voici deux astuces. Donc je mettrai la vidéo de la mise en place. Une astuce pour faire une allée dans une serre, moi ce que j'ai utilisé pour pas avoir trop tassé, il y a plusieurs solutions. Déjà faire une bande enherbée, mais avec la pluie, avec l'humidité. Bon, dans une serre il n'y a pas trop de pluie, mais il y a un risque de tasser quand même le terrain. Et il y a une autre solution, c'est utiliser des planches. Donc il y a deux types de planches. Certains vont utiliser avec la mode de bois de palette, Donc il y a un petit inconvénient, c'est que le bois de palette c'est souvent du bois qui a été traité, notamment avec des produits, notamment pour que les termites ou les autres insectes xylophages n'attaquent pas le bois. Donc s'il y a un transfert des pesticides dans le sol, c'est pas top. Et après on peut utiliser du bois qu'on va appeler du bois premier prix, du bois de sapin ou des PCA qu'on appelle des planches à coffrer qu'on peut trouver, des planches pour le coffrage qui sont relativement peu chères, en sapin ou en épicéa. Donc on les met, bon c'est sûr qu'il ne faut pas les mettre en plein air parce que l'épicéa c'est un résineux qui résiste pas très longtemps sous la pluie, et on va mettre des bois nobles comme du chêne qui sont très chers. Moi j'ai utilisé du BRF qu'on m'avait donné. Donc le BRF, un bois ramel fragmenté, ça va faire une couche, hein, une sorte de paillage. Et il y a de plus avantages, c'est que déjà ça va mettre du temps à se dégrader. Donc toute cette année, les premiers mois, si je ne bouge pas trop le sol, la couche de BRF va rester à cet endroit. Ça va absorber les excès d'humidité, c'est naturel. Et ça va éviter d'avoir une bande enherbée. Donc il faut faire attention, juste le BRF, c'est que si vous en mettez autour des plantes, il peut y avoir des phénomènes de fin d'azote, c'est-à-dire que le BRF aura besoin de beaucoup d'azote pour se dégrader, notamment par les activités des champignons et après par les bactéries. Donc il y a un risque que les plantes n'aient pas assez d'azote
donc il faut faire attention. On peut mettre du BRF autour des plantes tous les 3-4 ans. Il n'est pas nécessaire d'en mettre tout le temps, donc là c'est juste pour faire un paillage. Et donc après là, j'ai préparé pour ma serre du compost et j'ai mis dessous du fumier de cheval un peu. Voilà. Pour une bande pour marcher facilement.